Et ce qui est très, je pense, intéressant, c'est la complémentarité des deux études avec des données qui portaient plutôt sur le collège en tant que tel et le ressenti aussi en termes de bien-être des élèves dans la première étude, et puis le suivi sur le décrochage au-delà du collège dans la deuxième. Alors on va avoir 10 petites minutes de questions. Voilà, 10 petites pour essayer de rattraper un peu notre retard avant la pause café. Donc je vous laisse la parole pour poser des questions à Julien Grenet ou à Nina Guyon. Bonjour. Peu importe à qui, merci pour vos interventions. Je voulais juste vous poser la question de l'exemple finlandais où il n'y a quasiment pas d'établissements privés. Est-ce que c'est... parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce problème qui, à mon avis, est une des principales raisons du manque de mixité sociale. Et est-ce que c'est transposable en France et dans quelle mesure ou pas du tout? Merci. Merci pour cette question. Effectivement, dans les deux présentations, enfin un petit peu sur la fin, mais c'était un peu l'angle mort, mais aussi parce que c'était l'angle mort des politiques de mixité en France pendant des années, puisque, par exemple, dans le cadre de ces 22 sites pilotes, la question du privé avait été abordée au début. Est-ce que l'enseignement privé pourrait participer à ces initiatives? Et assez vite, il s'est avéré qu'il n'y avait pas spécialement de volonté de participer à ce type d'action. Donc oui, il est clair qu'il y a une spécificité française qu'il est important de noter, c'est un enseignement privé qui reçoit 75 à 80% de financement public sans pour autant avoir de contraintes à respecter du point de vue de son recrutement. Et il est clair que dans les grandes agglomérations urbaines en particulier, ça contribue massivement à la ségrégation. J'ai montré le graphique tout à l'heure qui dit que c'est 50%. Si demain, les élèves qui sont aujourd'hui dans le privé vont dans leur établissement public de secteur, la diminution de la ségrégation sociale dans les collèges parisiens, c'est un facteur 2. On divise par 2 la ségrégation. Donc là, il y a un enjeu de politique publique important. Alors en même temps, il y a beaucoup de tabous sur cette question. Il me semble qu'une des approches qui serait plutôt une approche par petits pas, mais bénéfique, serait qu'il y ait davantage d'informations sur le profil des élèves qui candidatent au privé. Et par exemple, par l'intermédiaire d'une plateforme d'inscription, puisque c'est des financements publics. Après tout, est-ce qu'on ne peut pas connaître le profil social, sociodémographique des candidats au privé, de manière à pouvoir s'assurer que les collèges privés ne s'éloignent pas trop de la composition sociale des personnes, des élèves ou des familles qui y candidatent, puisque ça serait difficile de justifier un financement public s'il y a un écart très fort entre les candidats et les admis. Donc voilà le type de politique qui pourrait être mise en œuvre, mais dans un cadre légal extrêmement contraint en France. Bonjour, merci pour vos interventions. J'avais une question pour savoir si des travaux ont été réalisés sur des effets de déségrégation parmi les classes. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, d'ouvrir des options dans certains établissements qui attiraient les classes favorisées, mais quid en fait de la reproduction de la ségrégation dans les classes? Par exemple, avoir 2 classes CHAM et le reste des classes qui sont sans option. On se doute que ce n'est pas forcément le même environnement de travail. Merci. Alors, merci pour cette question. C'est une très bonne remarque, effectivement. Hein. Moi, ce que je vois dans cette étude, c'est qu'on a effectivement l'effet positif de déségrégation auquel on s'entend, qui est amenué par la ségrégation entre les classes. Effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Alors, on a une note idée qui est toute fraîche sur les classes de niveau qui nous montre justement que les effets ne sont pas positifs de faire des classes de niveau. Donc, ségrégation, vous me direz, ségrégation sociale, ségrégation scolaire, on ne parle pas de la même chose. On parle quand même de 2 choses qui sont très, très fortement corrélées. Donc, je pense que c'est effectivement un problème. Alors après, je pense qu'il y a un volet politique. D'accord. Est-ce que si on n'a pas une politique gouvernementale qui impose de la mixité dans l'ensemble des établissements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, si on n'a pas ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens sur place acceptent la mixité?
Alors, proposer des options temporairement, peut-être pendant quelques années, ça peut être peut-être un moyen de faire accepter, aussi de permettre aux parents et aux enfants de rencontrer l'autre et de faire une sorte de créer une cohésion sociale qui, sur le long terme, permettra de supprimer potentiellement cette ségrégation à l'intérieur de l'établissement. Voilà, c'est une piste, je pense que c'est une des raisons pour laquelle cette piste est proposée. Et juste dans le cadre de celles qui ont été mises en place, il y avait une vigilance très importante sur la question de ces classes à options qui ne devaient pas servir de prétexte à constitution des classes pour toute l'année. Donc, par exemple, les classes à horaires aménagés qui ont pu être mises en place dans certains des établissements, elles étaient éclatées mélangées entre plusieurs autres classes. Et ce que disait Nina est juste, c'est-à-dire que ces classes peuvent aussi servir d'amorce à une dynamique plus favorable de mixité. Il y a beaucoup d'exemples, et à Paris, il y en a un, c'est le collège Marie Curie, qui est exactement un collège REP très défavorisé, qui a mis en place une classe CHAM, qui a attiré des catégories favorisées, et qui a fini à un moment par faire disparaître cette classe en tant que telle, enfin en tout cas en l'éclater sur plusieurs autres classes. Donc voilà, il y a des bénéfices et des coûts à arbitrer du point de vue de ces classes à options. Oui, bonjour. Nina Guillon, vous avez parlé que l'idée de rang, on le sait, est très bénéfique par rapport à l'estime de soi des élèves. Idée qui avait été relayée par vous, Julien Grenet, par rapport à l'estime de soi scolaire. Vous avez parlé de l'estime de soi scolaire, que je peux directement relier au growth mindset de Yann Algan. Est-ce que vous avez au vu de vos études, est-ce que vous avez des pistes et des leviers pour pouvoir justement définir qu'est-ce que l'estime de soi dans n'importe quel établissement scolaire finalement? Alors, je laisserai Julien compléter. Sur le rôle du rang, ce qui a été démontré, donc il y a un papier très convaincant sur l'Angleterre qui montre que le rang en primaire, donc en classe de primaire, donc est-ce que vous êtes le premier de la classe, le dernier, celui du milieu, quel est l'effet de ça sur la réussite scolaire à très long terme, c'est-à-dire 5, 6, 7 ans plus tard, d'accord ? Et même sur le marché du travail ensuite, donc ça a été répliqué au Texas d'ailleurs. Il trouve des effets très forts même sur le marché du travail. Donc l'idée, c'est de dire que le rang affecte effectivement l'estime de soi. Donc dans ce papier, ils ne peuvent pas mesurer l'estime de soi. C'est pas quelque chose qu'on a de manière générale dans les données administratives. Dans l'étude de Julien et d'Élise, on voit effectivement cet effet qui est totalement cohérent avec l'effet sur le rang. Et ce qui est important, c'est qu'on a un effet sur l'estime de soi, comme vous le dites, mais on a aussi un effet derrière sur la réussite scolaire. C'est-à-dire le fait de me sentir plus capable me motive pour réussir ensuite. Et comme vous le dites, effectivement, c'est vraiment lié à cet état d'esprit de développement qui était évoqué par Yann Algan. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il y a aussi une dimension à prendre en compte. Je pense, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut considérer les dimensions ensemble. Ces effets de rang relatif, ils peuvent aussi être influencés par la manière dont les enseignants, par exemple, vont gérer l'hétérogénéité des classes. Et donc ça, c'est un enjeu aussi de ces évaluations, c'est de mieux comprendre comment les enseignants, dans les établissements receveurs notamment, se sont adaptés à ces élèves, parce que, évidemment, ça suppose, face à une classe plus hétérogène, une évolution des pratiques. Voilà, c'est un des aspects sur lesquels on essaie de travailler un peu. Merci.